Bienvenue dans le podcast Le Salon du Livre. Si vous êtes passionné par la lecture, si vous souhaitez découvrir l'univers artistique de vos auteurs préférés et mieux comprendre les coulisses du domaine du livre, alors ce podcast est exactement ce qu'il vous faut. Je suis Assel Nadal, entrepreneur littéraire et j'aide les auteurs indépendants à mieux comprendre l'auto-édition, à construire une stratégie digitale simple et efficace pour publier et promouvoir leurs livres. Tous les vendredis, retrouvez-moi pour accueillir un acteur du secteur du livre. Choisissez votre place dans le salon du livre et installez-vous bien. C'est parti pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, je reçois Ndeye Fatou Kane, une jeune Sénégalaise passionnée de littérature africaine depuis son plus jeune âge. Dans sa biographie officielle, on peut lire qu'elle a grandi avec les œuvres de son grand-père, Cheikh Hamidou Kane, l'auteur de l'Aventure ambiguë, et d'autres grands auteurs africains tels que Amadou Hampâté Bâ, Aminata Sophal, Boubacar Boris Diop, Mariama Ba et Wolse Inka. Son amour de la lecture l'a conduit à l'écriture et elle a publié des chroniques sur son blog et dans divers webzines sénégalais. Elle est également diplômée d'une business school en transport et en logistique internationale et est actuellement chercheuse à l'école des hautes études en sciences sociales à Paris. Elle est l'auteure de Le Malheur de vivre, qu'elle a publié en 2014, son premier roman, et aussi de Vous avez dit féministe, son premier essai qui est sorti en 2018. Aujourd'hui, elle vient nous parler de son nouveau livre, un récit personnel, un livre hommage à son père, intitulé Au nom d'un père, hommage à Mamadou Tidiane Kane, qui est publié aux éditions L'Harmattan. Bonjour Ndeye Fatou. Hello Assel. Comment vas-tu? Très très bien. Et toi-même? Ça va très très bien, merci. Je le demande parce que ça fait très très longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Mais oui, trop longtemps. En préparant cette émission, je me suis rendu compte qu'en fait, on se connaît depuis 2014. Je me souviens que je t'avais contacté à l'époque. Je venais à peine d'avoir l'idée d'Afro-Livresse, mais je savais pas encore très bien ce que je faisais. C'était en décembre 2014. Hein. J'avais organisé un jeu concours et j'ai acheté une dizaine de romans et j'ai offert ça comme cadeau à ceux qui participent au jeu concours. On se connaissait pas, je t'ai contacté et tu as joué le jeu et j'ai trouvé ça formidable. Merci encore, bien que ça fasse déjà quelques années. Mais c'est les premières plateformes qui, on va dire, qui m'ont lancé, parce que je me rappelle le Noël Livresse, là, je n'oublierai pas. Hein. C'était vraiment une super initiative. Et vraiment, je te remercie pour tout ce que tu fais pour les littératures africaines. Vraiment, bravo, bravo, bravo. Et tu nous reviens avec un livre. Yes, bravo. Oui, et tu nous reviens avec un livre spécial pour toi parce que c'est un livre hommage à ton père qui nous a malheureusement quittés l'année dernière. On va revenir sur le contenu du livre et puis le processus d'écriture de ce livre-là. Mais avant tout, je voudrais que tu nous parles un peu de toi pour ceux qui ne te connaissent pas encore, pour les auditeurs qui vont te découvrir. Est-ce que déjà la présentation que j'ai faite, elle manque de quelque chose ou bien tu trouves qu'elle est plutôt correcte? Alors, on va dire que cette biographie officielle a besoin d'être mise à jour. Alors, je t'écoute. On va dire, on coulait sous les ponts depuis lors. Après avoir quitté le monde de la logistique, qui était un peu ma première vie, j'ai entrepris de la recherche en sociologie du genre depuis maintenant 5 ans, à l'occasion de la publication de Vous avez des féministes, on va dire, qui a été le point de départ de ma posture. J'aime pas le terme engagement, c'est trop galvaudé, de ma posture féministe. Donc, c'est avec ce livre-là que tout a commencé et que beaucoup d'opportunités sont ouvertes. Mais avec les publications que tu as citées, qui sont mes publications personnelles, j'aimerais aussi citer Franklin Lansoumis, qui a été publié en 2016, on va dire panafricain, autour des chansons de Franklin Boubacar, chanteur congolais très engagé. En 2018, j'ai participé à un ouvrage collectif avec des chercheuses de 26 pays, donc 26 perspectives féministes, et j'ai écrit un chapitre sur le Sénégal, sur la notion du féminisme au Sénégal, sur la question du viol, des violences sexuelles au Sénégal. Et en février 2022, j'ai aussi participé à un autre ouvrage, Sénégal, la jeunesse des lettres, lettres de la jeunesse, donc des textes écrits par des jeunes Sénégalais et Sénégalaises. Et donc, j'ai écrit sur les perspectives de genre. Et donc, maintenant, je suis plus à l'EHESS, l'École des hautes études, où j'ai fait mon master, où j'ai débuté. Maintenant, je suis à l'Université de Paris, où je suis en 2e année de thèse, et mes recherches portent sur les masculinités au Sénégal. Donc, voilà.
Intéressant. Donc, tu vois, c'était bien de te demander si c'était complet ou pas parce qu'il y a beaucoup de choses que je n'ai pas dites et qui sont très importantes pour comprendre qui tu es en tant qu'auteur, en tant que femme. Mhm. Alors, dans l'intro et dans ta biographie, on lit que tu as été bercée par les classiques africains, Mhm. hein. Et même dans ton livre dont on va parler tout à l'heure, ça revient, surtout par l'influence de ton père qui t'emmenait avec lui dans les Mhm. bibliothèques, dans les librairies. Raconte-moi un peu ça. À quel moment de ton enfance tu as déjà Mhm. cette conscience de la lecture, de l'amour des lettres, des histoires? Alors, on va dire dès ma naissance, chez nous, c'est mon père avait une pièce remplie de livres. Bon, il y avait tout le temps de la lecture, que ce soit des journaux, des magazines, des ouvrages scientifiques. J'ai grandi avec les livres. Mais ma première vraie rencontre avec la lecture vers l'âge de 9 10 ans, je dois dire que mon père a été un peu un révolutionnaire dans sa façon de vivre, dans sa façon de m'éduquer en tant que fille. Je pense que j'en ai parlé dans le livre. Au lieu de m'ancrer dans ce modèle d'éducation genrée, sexuée, qui met d'un côté les filles dans la sphère de reproduction, dans la sphère domestique, et les garçons dans la sphère de production, de domination, de leadership. Il m'a extirpé de ça. Il disait tout le temps que je serais une intellectuelle, entre guillemets, avec tout ce que cela implique. Donc forcément, quand c'était la fête, quand je ramenais de bonnes notes, quand j'avais une bonne attitude, ça avait les livres qui me récompensaient. Donc c'est pour ça que je dis que la meilleure décision qu'il ait prise me concernant, c'est de me mettre un livre entre les mains et de m'ouvrir des imaginaires. Parce que quand j'étais petite et que je n'avais pas encore l'occasion de quitter le Sénégal, les livres me faisaient voyager. J'avais l'impression qu'il y avait une infinité de possibilités qui pourraient m'être offertes avec la lecture. Et c'est pourquoi ça me permettait de m'évader, de rêver d'autres choses. Et jusqu'à présent, la lecture est peut-être ce qui m'a poussé peut-être à écrire, a une grande valeur affective. Sur la notion d'auteur africain, de littérature africaine, ça aussi, c'était une chose à laquelle il tenait, parce que dans le système scolaire sénégalais, nous lisions encore beaucoup d'auteurs français, Molière, Musset, Rousseau, tout ça. Donc, il y avait très peu d'auteurs africains au programme. Donc, chez nous, on avait, en plus des librairies, on va dire, officielles, il y avait les librairies par terre. Donc, comme le nom l'indique, on mettait des ouvrages par terre et c'est des ouvrages d'occasion. Donc là aussi, on avait l'occasion, lorsque le livre n'était pas aussi démocratisé, accessible qu'aujourd'hui. Donc, nous parcourions toutes ces artères-là pour trouver des livres. Donc, la notion vraiment de préciosité du livre et de la lecture me vient depuis l'âge de 10 ans, on va dire. Et est-ce que tu as comme ça spontanément un souvenir d'un livre qui t'a particulièrement marqué et pourquoi? Alors, Les Soleils des Indépendances d'Amadou Kourma. C'est vraiment une scène qui me revient souvent. On en rigole souvent quand on se voit à mon grand frère. Il était en terminale et ce livre-là était au programme. C'est pourquoi j'ai une grande affection aussi pour Kourma. Les Soleils des Indépendances étaient au programme je crois, des années 90 en classe de terminale au Sénégal. Et c'est un ouvrage que je le voyais avec ses amis. Ils en parlaient beaucoup. Parce que déjà, la notion de littérature politique, le fait que Kourma critiquait les systèmes politiques et essaye de confronter la tradition, la modernité, le choc des indépendances. Et c'était vraiment quelque chose qu'on était encore en train de vivre, vu que nous étions dans une société post-coloniale, post-indépendance. Et moi, j'essaye de lire un peu ce que Kourma racontait, sans pouvoir comprendre, avec sa langue vraiment très colorée, qui lui était propre. Et mon frère, souvent, quand il me voit, il me dit, mais toi, tu lisais les Soleils des indépendances alors que tu ne comprenais rien. Je dis, oui, mais c'était ma part de révolution que je faisais aussi. Donc oui, Kourma aussi, c'est un auteur que j'aime beaucoup. Vraiment, pour moi, c'est le meilleur auteur africain, toute génération confondue. Wow, ok. Et est-ce que tu as un auteur contemporain que tu observes, qui te parle, voilà, qui t'accroche quand tu le lis, ou une femme d'ailleurs? Imbolo Mboye, que j'aime beaucoup, que j'ai découvert il y a Ah, quelques années. oui. Chimamanda, bien sûr. Voilà, Mhm. Chimamanda. Imbolo Mboye pour ça, parce que je pense qu'en fait que la littérature, l'art doit être engagé en fait. On ne peut pas écrire, on ne peut pas produire des œuvres sans prendre position. Et moi, j'aime beaucoup les prises de position d'Imbolo Mboye, notamment avec son dernier livre, dans ses écrits. Chimamanda, je l'aime beaucoup parce que c'est elle qui m'a aussi révélé à mon féminisme. Parce que quand je l'ai découverte, je l'avais découverte, je me rappelle les discussions qu'on avait avec toi, avec d'autres amis, sur son activité de romancière. Ses romans comme L'autre moitié du soleil, L'hibiscus pourpre. Mais quand sa version traduite en français de Nous devrions tous être féministes a été publiée et que je suis allée l'écouter à la Maison de la Poésie, j'ai eu un coup de cœur. Parce que déjà, moi, ma vision de la féministe africaine, sénégalaise, c'est une vision vraiment obsolète, dépassée. Et elle a dépoussiéré. Et peut-être ça, l'envie d'écrire aussi un essai sur le féminisme est peut-être partie de là, hein. Mais quand je l'ai
parlait du Mhm. féminisme, de la misogynie, du Nigeria, c'est comme si elle parlait du Sénégal. Puis comme Mhm. il y a juste, je crois, une dizaine d'années d'écart, je me suis identifiée à elle et je me dis, mais elle est tellement belle, tellement féminine, tellement sûre de sa féminité, ce qui ne l'empêche pas d'être féministe. Parce que souvent, cet Oui. antagonisme-là qu'on fait quand on parle des féministes en Afrique, ah, mais elles sont moches, elles n'ont pas de mari, elles sont, etc., des qualificatifs peu flatteurs. Mais quand je lis Simone Mandela, je me dis, mais en fait, c'est possible, en fait. Et c'est 2 années après, je crois, que j'ai publié Vous avez des féministes, après avoir passé 1 année et demie au Sénégal. On va revenir tout à l'heure sur, tu n'aimes pas le mot engagement, mais je ne sais pas comment on va dire, ton Mhm, positionnement, si je peux appeler ça comme mhm, ça, féministe tout à mhm, l'heure. Mais déjà, j'aimerais comprendre comment tu passes des études en transport et logistique, et puis à auteur, et puis maintenant dans la mhm, recherche sur les mhm. masculinités au Sénégal. Comment se font ces transitions-là? Parce que quand on regarde, il n'y a pas des thématiques qui nécessairement se croisent, hein. Clairement, c'est 2 mondes qui n'ont rien à voir. Moi, je dis souvent que la logistique et le transport, c'était ma première vie. Est-ce que je me maintenant, c'est ma deuxième vie? Peut-être que j'en aurai une troisième, je sais pas. Mais j'avoue que je n'aurais jamais pensé quitter ce domaine-là. C'est pourquoi j'ai été formée d'ailleurs. C'est pourquoi je suis venue en voilà, j'ai eu mes diplômes, que j'ai travaillé. Mais j'ai été recrutée en 2016 quand j'ai effectué le retour au Sénégal par Bolloré, voilà, qui est la plus grande compagnie de logistique française. Et ils m'ont offert un poste et moi, j'étais très contente de retourner parce que dans ma tête, je venais en France pour me former, avoir quelques expériences professionnelles, mais surtout aller au Sénégal pour mettre en pratique cela, parce que le but, c'était ça. Je suis allée travailler et je suis restée quelques mois à ce poste qui, sur le papier, était très bien, mais dans la pratique, je me suis rendu compte, en fait, du déphasage entre le Sénégal, sur le papier, tel qu'on nous le vend en termes d'avancée, en termes d'égalité femmes-hommes. Dans le monde du travail, je me suis rendu compte qu'il y avait de grandes disparités. L'égalité n'était pas respectée, les femmes étaient encore au rôle de subalterne. Je me suis dit, en fait, est-ce que c'est ça que j'ai envie de faire de ma carrière? J'avoue que sur le moment, j'ai démissionné, mais l'objectif était de continuer à chercher du travail, trouver un autre emploi dans la logistique. Mais les mois passaient, et puisque j'avais beaucoup de temps, donc je me suis mis à réobserver ce pays, ce Dakar, cette ville que j'avais quittée une décennie avant. Et on dirait qu'avec mes yeux d'adulte, j'ai redécouvert ces endroits-là. Parce qu'il y avait beaucoup de sentiments, de mélancolie avec l'éloignement. J'idéalisais, parce que quand j'étais en France, j'avais tellement hâte de venir au Sénégal en vacances. Mais c'était pour de courtes périodes. Je ne m'étais pas rendu compte que j'étais devenue une adulte, que j'avais changé. Et que ce pays aussi était resté sur certains sujets. Il y avait un statu quo. Donc, ça n'évoluait pas. Et donc, du coup, vu que j'avais beaucoup de temps, j'observais les femmes, je discutais avec mes amis que j'avais quittées il y a longtemps. Et ce qu'elles me disaient de leur vie, de leurs conditions de femmes, ça a créé quelque chose en moi. Après, je me suis dit, mais pourquoi ne pas en faire Au début, c'était un article de blog que je voulais en faire dans mon blog. Un livre, puis j'écrivais. Mais en fait, il y a beaucoup de matière. Ce serait injuste d'en faire un article de blog qui serait certes lu, commenté, mais qui ne durerait pas. Donc, c'est comme ça, modestement, le fait d'écrire Vous avez des féministes, mais surtout, après avoir rencontré beaucoup de féministes, on va dire, historiques de la première heure, de la première vague au Sénégal, et surtout avoir, à l'exception de quelques-unes, je m'en suis rendu compte que le fait que la cause féministe du Sénégal s'est un peu essoufflée, c'est qu'il n'y avait pas de relais générationnel. Il n'y avait pas de jeunes femmes de ma génération qui s'autoproclamaient féministes parce qu'elles avaient un peu peur de l'étiquette occidentale qui pourrait leur être accolée, et surtout avec les pionnières qui ne comprenaient pas que les jeunes femmes prennent le relais. Il y avait beaucoup de choses. Donc, j'ai beaucoup de choses à raconter. Donc, ce serait intéressant que j'en fasse un livre. Donc, tout est parti de là. Et alors, qu'est-ce que tu as vécu Mhm. concrètement la période que tu as passée au Sénégal dans le monde professionnel qui t'a révolté Mhm. par rapport à ces questions d'égalité de genre? Alors, le fait que déjà, la logistique est un domaine majoritairement masculin. Maintenant, ça change parce que depuis 6 ans, je vois des jeunes femmes, des métiers très techniques, de logisticienne, de transitaire, etc. Mais la moyenne d'âge chez Bolloré, qui est vraiment l'entreprise historique de logistique, la moyenne d'âge était de 50 ans. Il y avait aussi, je pouvais faire un ratio 80%, 80% d'hommes pour 20% de femmes. Donc déjà moi, je débarquais de la France avec toute la connotation péjorative qu'il y avait autour, voilà, de la France. Et les postes de direction, mais les postes de direction étaient majoritairement occupés par des hommes, des Français. Et plus on descendait, c'était des hommes, des Sénégalais. Et les femmes étaient tout au bas de l'échelle. Et donc moi, j'arrivais avec des épreuves très fraîches dans la tête, voulant tout changer, tout bousculer. Et on me faisait comprendre que j'étais jeune, que je ne comprenais, malgré toute l'expérience amassée, etc.,
Je ne comprenais pas, je devrais attendre qu'on me dise quoi faire. Alors que moi, je me disais, mais qu'on était des collègues, en fait. Qu'ils soient plus âgés que moi de 15, 20 ans, ce n'était pas important. Nous travaillions dans le même espace, donc ma voix devait se faire entendre. Le fait que ma voix ne soit pas entendue, le fait qu'on veuille me faire taire, ça vaut que ça m'a vraiment révoltée. Et ça m'a dit, bon, c'est qu'un travail, je vais le quitter. Et après, advienne que pourra. Et qu'est-ce que te rapportaient tes copines par rapport à ce qu'elles, elles vivaient dans la société? Parce qu'on va dire tu étais nouvellement installée, hein, mais elles, qu'est-ce qu'elles vivaient au quotidien dans la société sénégalaise? Alors, j'avoue que j'avais eu beaucoup d'amis qui étaient rentrés, qui étaient partis. Donc, à chaque fois que je les voyais, je me disais qu'elles étaient dans un tourbillon de relations sociales, qu'elles sortaient, qu'elles avaient l'air de bien vivre leur retour. Donc, moi, j'avais juste une hâte, c'était de partir aussi. Donc, quand Bolloré m'a proposé ce poste, je me suis dit, mais en fait, là, tout va bien, en fait. Là, ça correspond à ce que je veux. C'est une entreprise étrangère, je n'avais pas trop de problèmes, apparemment. Voilà, je pourrais vivre une vie assez confortable. Mais je me suis rendu compte qu'entre toujours ce déphasage, en fait, entre ce qu'on dit, ce qu'on rapporte et ce qui est la réalité même. Et ce qui m'avait un peu choquée, c'est que c'était que des amis que j'avais connus ici, mais qui étaient partis. On dirait que c'était pas tropicalisé, mais réadapté à la vie sénégalaise sans pour autant faire bouger les lignes. Et quand nous en discutions souvent, que ce soit des rites, des coutumes que je trouvais assez réductrices pour les femmes, je me disais, mais en fait, pourquoi ce n'est pas parce que ça a toujours été comme ça, que ça a vocation à toujours rester comme ça? Nous sommes jeunes, donc il faut forcément que l'on fasse le pas Mhm. pour que cette société puisse évoluer. Mais elles étaient dans une sorte de résignation et moi, je ne comprenais pas ça. Je me disais, mais en fait, non, ces choses-là, je les ai vécues il y a 10 ans. Je me rends compte que c'est toujours prégnant dans la société. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On se Mhm. résigne, on continue à avancer comme ça, ou on pose des actes pour que ça change. Même si c'est clair qu'une révolution, il faut qu'elle passe d'une génération à une autre, mais il faut que ça se fasse. Et c'est le début d'une deuxième vie, hein, comme tu l'as dit pour toi, qui commence avec ton essai Vous avez dit féministe, que j'invite les auditeurs à lire, qui est publié aussi chez l'Harmattan. Tu as dit tout à l'heure, et c'est aussi dans vos Oui. livres, hein, tu as dit que tu as Mhm. démissionné par la suite. Je vais utiliser ça comme une bonne transition maintenant pour rentrer dans le vif du sujet qui est ton livre. Mhm. C'est quand tu démissionnes, tu prends le temps d'écrire la lettre de Ouais, démission avec ton ouais, père. ouais. Voilà. Tu expliques dans le livre que c'est le dernier document, on peut dire, le professionnel sur lequel vous travaillez ensemble, parce que tu avais l'habitude par le passé de l'aider avec textes, ses discours. Donc voilà, tu étais toujours un peu dans ces parages quand ça concernait la vie professionnelle et quand il fallait écrire. Donc cette lettre-là de démission, c'est le dernier document que tu rédiges avec ton père. Au moment où tu le rédiges avec ton père, tu ne le sais pas encore. Tu repars pour la France pour commencer ce nouveau chapitre qui est la recherche dans le domaine du genre. Malheureusement, ton père commence à montrer des signes de faiblesse de santé. Et petit à petit, le temps passant, tu subis vraiment deux chocs émotionnels très, très violents. Le premier qui est le décès de ton frère et quelques mois après, même pas 6 mois après, hein, le décès de ton père. Alors, ces deux chocs émotionnels violents qui te font, par rapport à ce que moi j'ai compris du livre, hein, qui te font mourir et renaître en même temps. Oui, tu as décidé donc d'écrire ce livre-là Mhm. au nom d'un père, hommage à ton père, pour en quelque sorte donc lui rendre hommage littéralement. Mais moi j'ai vu que c'est un peu plus que ça. Tu me diras si je me trompe. Je l'ai ressenti comme un journal intime. Bon, c'est vrai que c'est pas un récit intime, hein, en huis clos avec ton Mhm. père. Et nous, lecteurs, on est un peu à la fenêtre en train de voler un peu quelques instants de ce huis clos, parce que c'est très intimiste. Comment est-ce que tu te retrouves à écrire ce livre? Mhm. Comment commencent les premières phrases? Parce que écrire un livre, c'est pas, on se lève pas un matin comme ça là et puis le livre, il coule. Voilà. Comment ça commence? Raconte-moi un peu le processus. Alors, pour moi, l'année 2016, je vais d'abord répondre sur ce que tu as dit en premier, pour moi, qui est super important. L'année 2016, c'est une année, on va dire, charnière dans la redécouverte de mon être. Parce que c'est l'année où j'ai quitté Bolloré, c'est l'année où mon père a été diagnostiqué d'un infarctus qui n'était pas sévère au début. Et le fait que j'embrasse une carrière dans la logistique, c'est en grande partie grâce à lui, parce qu'il travaillait dans ce domaine-là. Donc je me dis, je vais faire comme lui, je vais faire la même chose que lui, comme ça, chaque fois que j'aurai besoin de conseils ou d'orientation, il sera là, ce qu'il a fait durant toute cette première partie. Et le fait que je quitte Bolloré, j'avoue qu'il ne comprenait pas.
Mais après on avoir discuté, on a décidé d'écrire la lettre ensemble. Et puis voilà, c'était fait. Mais cette deuxième partie de vie aussi a été importante pour moi. Et il a essayé de comprendre. Et c'est ça que je trouve admirable de chez cet homme. C'est qu'il a essayé de comprendre le positionnement féministe. Quand Vous avez des féministes a été publié, il a lu, même s'il ne comprenait pas tout, il s'est informé. Et ça, je trouve ça vraiment. Ce passage-là, je l'ai beaucoup apprécié dans la relation que nous avions. Il est vrai que j'ai perdu 2 êtres chers, mon frère et ensuite mon père. Et ça a été un choc émotionnel intense parce qu'on n'est jamais préparé à la perte d'un être cher, que ce soit un père, un frère ou une mère, parce que jalousement, on a tendance à penser qu'ils ne mourront jamais. Moi, je me disais toujours que si je perdais ma mère, mon père, je mourrais aussi. Parce que je n'imaginais pas les enterrer. Je pense que j'aurais préféré qu'ils vivent avec moi jusque, voilà. Mais Dieu décide et puis nous ne faisons que suivre. J'avoue que dans nos sociétés africaines, et peut-être tu me diras, c'est le cas peut-être au Cameroun, mais au Sénégal, on a tendance à, surtout les femmes, c'est pourquoi aussi un autre mot que je n'aime pas, la résilience. Parce qu'on dirait que nous sommes condamnés à souffrir. Et la souffrance, elle n'est belle que quand elle est contenue, quand elle est tue. Je me rappelle lorsque mon frère est décédé, les gens qui venaient présenter leur condoléances, je trouvais ça très violent. Ce défilé de personnes, les mêmes paroles qui revenaient en boucle. Je ne sais pas quoi dire, j'aurais pas aimé être à la place. On disait, mais ne dites rien en fait. Parce que tout ce que vous pourrez dire ne changera rien à la situation. Soit vous faites ressusciter mon frère, soit vous vous taisez. Ma mère me dit toujours, c'est dangereux, mais je le vis avec violence. Tu l'expliques dans le livre d'ailleurs. C'est comme si tu te dédoublais un peu, tu Ouais. observais la scène, certains déclenchements de pleurs. Parfois, tu ne voulais même pas qu'on te prenne dans Ouais. les bras. Ouais. Voilà, tu étais un peu réfractaire, cette sensiblerie là. Oui, mais en même temps, si on ne dit rien, c'est aussi un problème, non? Non, mais en fait, j'ai l'impression que le deuil, il y a une grosse part de colère qui accompagne le processus du deuil. Mhm, J'en voulais à tout le monde mhm. de reprendre leur vie Oui. 1 heure après être venu présenter des condoléances. C'est assez étrange comme situation. Tant qu'on ne la vit pas, j'avoue qu'on ne peut pas la comprendre. Et donc, du coup, j'étais en dépression sans m'en rendre compte, en fait. Parce que cette colère, cette froideur, cette envie de tout casser, de disparaître, de ne plus être vue, parce que j'étais dans une sorte de performance perpétuellement. Parce qu'entre mon père malade, ma mère qui avait besoin que je sois avec elle, les gens qui venaient, qu'il fallait recevoir, où est-ce que je me positionnais? Il fallait que je sois 2 personnes, 3 personnes dans ma tête. Donc forcément, à force de tout emmagasiner, d'être dans une forme toujours de tristesse retenue, contenue, de paraître socialement, à la longue, mon cerveau, il a fini par avoir un trop plein. Et je crois que ce trop plein là, à un moment donné, il fallait que je le déverse quelque part. Soit que je sois perpétuellement en colère contre des gens qui ne m'avaient rien fait, qu'on se dise les choses telles qu'elles sont, ou soit que je l'écrive quelque part. Et une personne m'a dit la semaine dernière, quand elle m'a lu, elle m'a dit qu'elle a eu l'impression que j'ai mis dans ce livre des choses que je ne pouvais plus taire, que je ne devais plus taire. Et j'ai trouvé cette formule tellement belle. J'ai dit, mais c'est totalement ça, en fait. On dirait il y a une petite partie de compte que je règle, mais des choses aussi que j'aurais voulu dire à mes amis, qui étaient un peu désœuvrés, qui ne savaient pas comment m'aider. Donc, dans ce livre-là, quand ils m'ont lu eux aussi, ils m'ont dit qu'ils ont un peu plus compris. Parce qu'ils ne comprenaient pas qu'ils voulaient être avec moi, qu'ils voulaient être à mes côtés. Moi, je les repoussais. Et donc, du coup, quand mon père est décédé, l'année que j'ai traversée, je l'ai traversée dans le déni, dans le flou. Je me suis jetée à corps perdu dans mes activités, sans avoir eu le temps de penser à tout ça. Quand mon frère est décédé, j'avoue que oui, c'est pas passé. Mais je suis revenue, voilà, j'ai repris ma vie. Mais j'avoue que ce deuxième choc-là, on dirait que quelque chose aussi s'est cassé en moi, il est vrai, mais quelque chose s'est rallumé. Et surtout, aussi une chose pour moi qui est très importante dans la notion du deuil, c'est la notion d'effacement, d'oubli. Parce que je me rappelle dans la fraîcheur du deuil, il y avait beaucoup de gens, beaucoup de familles, beaucoup d'amis. Mais après, les mois passent, les années passent. On ne voit plus que le cercle restreint, le cercle intime. Et moi, j'avais peur, en fait, que le souvenir de mon frère disparaisse, qu'il soit juste une chose que l'on se rappellerait dans notre famille, dans le noyau nucléaire. Et je me suis dit, je les fixerai à travers un livre pour que leur nom à eux deux puisse continuer à retentir. Et après avoir été en mode dépression et avoir commencé une thérapie, qui est aussi un sujet un peu tabou dans nos communautés, et ma psy, elle me dit, mais qu'est-ce que vous pourrez faire qui ferait plaisir à votre père, à votre frère? Je leur disais, mais leur écrire. Et c'est pourquoi j'ai écrit à l'occasion de chacun de la première année de leur disparition, j'ai écrit des textes. Mais il fallait aller au-delà.
écrire un texte qui serait lu, certes, voilà, mais qui serait juste vite dépassé. Donc, écrire un livre, ça permettait vraiment de les fixer dans le temps et dans l'espace pour que leur nom continue Oui. à retentir. Et donc, du coup, je lui dis, leur écrire. Et après avoir écrit le texte pour l'anniversaire des 1 an de mon père, je me dis, il faut que j'aille. Parce que je sais, tout le temps, je lui disais, mais en fait, avec toutes les carrières que tu as eues, pourquoi est-ce que tu te poses pas pour écrire un livre? Il n'a jamais eu le temps parce qu'il est toujours par moi et par vous. Et je me suis dit, peut-être ce livre que je lui demandais depuis des années, qu'il n'a pas eu le temps d'écrire, je l'écrirai, peut-être pour lui. C'est pourquoi dans la première partie du livre, je raconte un peu sa vie. Et dans la deuxième partie, il me raconte. Est-ce que c'est pas aussi une façon de vouloir les garder en vie en publiant un livre aussi intime? Je me rends compte parce que des amis à lui aussi, qui étaient avec lui à l'école, dans les endroits où il est passé, m'ont dit en fait que quand eux aussi ils l'ont lu, ils ont eu des discussions sur lui, sur le souvenir, et surtout le fait qu'il soit dans les conversations, qu'il reste dans les mémoires. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un le lira, que ce soit quelqu'un qu'il ait connu ou pas, qu'il découvre et redécouvre des parts de lui. Et ça, c'était aussi un des objectifs que je voulais atteindre à travers ce livre, le garder en vie et qu'il puisse mourir d'immortalité. Ça aussi, c'est une expression que, voilà, que j'ai lue quelque part et qui est très parlante. Quelqu'un pour mourir, mais peut rester immortel dans les mémoires. Alors, je vais lire la 4e de couverture hein, pour que les auditeurs situent un peu notre conversation. J'invite d'ailleurs les auditeurs à aller acheter le livre. Il est disponible sur toutes les plateformes de vente en ligne. Alors, je vais commencer la lecture de la 4e de couverture. Ma vie a réellement connu une cessation de mouvement depuis le 5 octobre 2021, mais elle a paradoxalement commencé depuis cette date fatidique. La main de MTK n'est plus là pour être mon point d'appui, mais je sens sa présence partout où je me meus. Je suis consciente qu'écrire un livre sur une expérience douloureuse, le deuil, expose. Mais je pense que cette mise à nu a été salutaire, nécessaire, car je me suis rendu compte que depuis une année que MTK n'est plus là, physiquement, je n'ai eu de cesse de porter ces mots en moi. Écrire un livre et le lui consacrer en partie n'est finalement que justice pour cet homme qui m'a tout donné et qui m'a tout appris. Voilà. Mais c'était vraiment l'amour de ta vie, hein, Ndeye Fatou. Mais tu as vu, moi, je suis une oedipienne qui ne guérit pas. Tu vois, ma mère, elle me dit, mais où je me positionne par rapport à vous deux? Je suis, c'est la troisième niveau du carrosse ou voilà. Mais en tout cas, voilà. Est-ce que ça a été douloureux ou plutôt quelque chose de libérateur? On va dire les deux, mais douloureux, libérateur. Et au fur et à mesure que j'écrivais, c'est pourquoi je dis un enfant, c'est comme une éponge en fait. On absorbe tout. Des scènes que je pensais avoir oubliées, des moments que je pensais avoir oubliés. Quand j'écrivais, ils me revenaient. Comme si je les vivais. Mon enfance, quand on allait à Thiès voir ma grand-mère, quand nous parcourions Dakar pour chercher des livres, quand j'accompagnais à ces réunions syndicales ou quand j'ai eu mon premier ordinateur et qu'il me faisait taper des textes à la machine, tout ça, c'est revenu. La musique qu'il écoutait, à laquelle il m'a initié, beaucoup, beaucoup de choses. Donc, pour ça, je dis souvent que les enfants, ils nous observent, en fait, que ce soit les filles ou les garçons. Ils dirigent leurs parents en modèle. L'écriture est la meilleure des thérapies. Hein. Il y a une chose qui m'a frappée quand je lisais le livre. Alors, tu me diras si c'est une question indélicate ou pas, tu n'es pas obligé d'y répondre. Ton livre, c'est vrai, il est construit autour de la figure de ton père. Ce qui m'a frappée, c'est que par rapport au décès de ton frère, c'est très furtif. C'est-à-dire que autant tu donnes les détails de l'évolution de la santé de ton père, chez ton frère, c'est un blackout total. Est-ce que c'est voulu ou bien c'est inconscient? C'était voulu, parce que c'est déjà, je me disais que c'était pas un ouvrage, même ma mère. Beaucoup me disent, oui, mais tu parles pas de ta mère dans le livre. Je suis, ma mère va bien, va très très bien, mais ce livre ne lui est pas consacré. Et ce livre est consacré à mon frère, bien que eux deux, leurs souvenirs continuent à vivre dans mon cœur, dans tous les jours, je pense à eux deux. Je pense en fait que ce livre n'est pas consacré à mon frère, parce que quand mon frère est décédé, j'ai passé 3 mois au Sénégal, où j'étais avec mon père tous les jours, tous les jours, tous les jours. Mais je pense en fait que le décès de mon frère, que j'avais pas vu depuis 2 ans, avant qu'il décède. Donc ça, je crois que c'est encore un sujet dont j'ai du mal à parler. Et je crois que c'est aussi une douleur encore plus vivace que le décès de mon père. Dans mon père, je peux en parler pendant des... Mais mon frère, garde au fond de moi, en fait.
C'est assez intéressant dans la mesure où on parle des différentes facettes du deuil, comment on vit les deuils. Et c'est en fonction de ce qu'on a vécu avec la personne, c'est différent selon les personnes. Donc ça m'a beaucoup frappé parce que je voyais, malgré la douleur, je voyais la légèreté avec laquelle, la facilité avec laquelle tu pouvais parler de tout ce qu'il y avait autour de ton père. Mais sur ton frère, c'était vraiment à la limite caché. Donc, ça m'a beaucoup interpellée et vraiment merci de répondre à la question parce que quand je préparais, je me suis dit, est-ce que c'est une question hyper sensible ou pas? Je sais pas, mais bon. Non, mais j'avoue que sur la part de mon frère, j'ai encore des doses de pudeur, en fait. Chose que je ne peux pas encore. Peut-être que j'écrirai sur lui, peut-être que j'arriverai un jour à en parler. Peut-être pas. Ou peut-être pas aussi, hein. Si vous aimez ce podcast, si vous souhaitez m'encourager à continuer de produire plus d'épisodes, je vous serai vraiment reconnaissante de laisser un commentaire ou des étoiles sur Apple Podcast, Google Podcast ou Spotify. Cela boostera le podcast dans les résultats des moteurs de recherche et notre communauté d'amoureux du livre et de la culture africaine grandira. Sans votre apport, cela n'est pas possible. Seul, je n'y arriverai pas. Merci de tout cœur pour votre fidélité. Et tu as dit que dans le livre, tu as été presque obligée d'aller consulter un professionnel. Je consulte toujours. Mais d'où vient le déclenchement? Parce que nous, les Africains, on a parfois cette résistance-là. J'avais invité déjà dans le podcast ici une psychologue camerounaise et on en avait discuté. Je mettrai d'ailleurs le lien de l'épisode avec la dame dans la description de celui-ci pour ceux qui auront envie de l'écouter. Quand est-ce que ça s'est imposé chez toi? Est-ce que c'est quelqu'un qui te l'a dit? Ou alors tu étais encore assez, tu avais la conscience de ce qui t'arrivait et tu connaissais déjà un peu ton corps, qui tu es et tu savais où étaient tes limites et quand tu as atteint ces limites-là, tu as compris que là, il fallait que j'aille chercher de l'aide. Déclenchement, ça a été mon apathie qui continuait de grandir de jour en jour, mon extrême fatigue alors que je ne faisais rien. Même quand si j'avais dormi 15 heures d'affilée, je m'avais, j'étais épuisée, je ne pouvais même pas me lever de mon lit. Et quand je suis rentrée du Sénégal, j'avoue que je suis restée plusieurs semaines où je ne pouvais même pas quitter mon lit. Et je crois que c'est ça qui a été le déclencheur. Mais avant, durant le confinement en 2020 du Covid, il y avait une liste d'écoute qui avait été créée par des psychologues noirs en Île-de-France. Et comme du coup, j'étais très isolée, j'avais personne, je ne pouvais plus sortir à cause du Covid. Et donc, du coup, c'est un numéro gratuit. J'ai vu ça sur Facebook et du coup, j'avais des conversations tous les jours. On m'appelait pendant 1 heure pour voir comment ça allait, etc. Et j'ai pris plaisir en fait à ça. Une personne qui t'écoute sans te connaître, sans te juger, qui t'aide à aller mieux avec des mots, avec des exercices. J'ai trouvé ça très beau. J'avoue que si quelqu'un m'avait dit que je consulterais un psy il y a quelques années, j'aurais rigolé. Parce qu'on a parlé de résilience, qui est un mot que je déteste, africaine. On est là que nous, on est nés, on nous fait subir, la preuve encore, toutes les atrocités, On est les né pour souffrances, c'est souffrir. nous qui prenons sur nous. On est de vraies femmes africaines, de super hommes africains, parce que nous aimons souffrir. Ce qui est totalement faux, en fait. Cette souffrance qu'on nous oblige à contenir au fond de nous, il faut qu'on la sorte. Moi, je dis, je suis pas digne de la souffrance, je suis pas forte ni courageuse. Je réclame mon indignité et mon manque de courage dans la souffrance. Et quand mon corps s'est mis à m'envoyer des signaux, je me dis, mais en fait, il faut que je parle à quelqu'un. Mes amis ne sont pas mes psys parce qu'ils ont leur vie. Ils pourront pas comprendre ce que je traverse. Et ma mère aussi, elle traverse aussi un deuil. Je ne peux pas pour la lui rajouter quelque chose, donc il l'angoissera encore plus. Il faut que je parle à quelqu'un. Donc, qui? Et je me suis mise à rechercher quelqu'un spécialisé dans les traumas, le deuil, la perte des êtres. Et c'est comme ça que j'ai trouvé ma psy qui est formidable. Et c'est comme ça qu'on a commencé à avoir une session. Et surtout qu'elle me permettait de comprendre des deux parts de moi, en fait. Ça de ma part, ce qu'elle appelle la part manager, qui me force à me dire, oui, mais t'es courageux, il faut que tu te lèves, il faut que tu bosses, il faut que ceci, cela. Arrête de pleurer. Et l'autre mélancolique, que je ne contrôle pas, qui peut arriver, je peux marcher dans la rue, voir quelqu'un, un père avec sa fille, et les regarder et mettre à pleurer. Parce que je ne supporte pas cette vue-là. Ou voir quelqu'un, un vieil homme, et d'imaginer que mon père aurait pu avoir son âge, etc. Toutes ces choses-là qui arrivent à des moments vraiment insoupçonnés. Donc, ces deux parts de moi, cette dissociation-là, et de laisser libre cours à mes émotions sans pour autant ressentir de la culpabilité. Ça. Mais j'aimerais comprendre quand même, parce que
quand on est dans un moment de dépression, parfois on n'a plus le recul pour comprendre déjà qu'on est en dépression et pour prendre la décision de se faire aider. Tu as quand même eu, malgré ça, malgré le trou noir où tu te trouvais dans ta tête, tu as quand même eu l'instinct de prendre ton téléphone et de former un numéro de téléphone, ce que je trouve extraordinaire. Mais qu'est-ce qui t'a donné ce déclic-là? Souvent, quand on pense à une personne dépressive, on pense à une personne malade, qui porte les signes de la dépression en elle. Mais moi, parce que, enfin, évidemment, je suis très hyperactive, je fais 15 000 choses à la fois, insomniaque, etc. Mais le fait que je passe tout mon temps à dormir, c'était pas une réaction normale, en fait. Ça commençait à m'alarmer. Et surtout, le fait que nouvellement, je commençais à rechercher la compagnie des gens, à m'accrocher à des gens que je venais. Cette dépendance, nouvelle dépendance affective, tout ça, ça a été un signal d'alarme aussi. Autant je peux être introvertie, avoir un cercle d'amis et ne pas parler, parce que je peux rencontrer Assel aujourd'hui et faire d'Assel ma meilleure amie, vouloir m'accrocher à Assel de toutes mes forces, que ce soit enfin, je peux le dire, hein, des relations amicales ou amoureuses. Et ça, après avoir vécu des relations amoureuses, on va dire, qui n'étaient pas destinées peut-être à durer et m'être accrochée, parce que j'avais besoin, on dirait, d'affection, ce vide que je cherchais à combler à tout prix avec la présence d'êtres humains que je connaissais à peine. Et ça, c'était alarmant. Je me dis, mais en fait, je m'attache à ces gens, alors je ne les connais même pas. Plus cette fatigue grandissante, donc il est temps de faire quelque chose. Il y a un truc qui ne va pas. C'est assez intéressant. Ça veut dire que tu ne connaissais plus tes limites, en fait. J'avais plus de limites ni de freins, parce que socialement, forcément, une relation humaine, elle se construit par étapes, par gradation. Voilà, on arrivait à tel palier, on franchit tel palier. Mais moi, c'était tout ou rien. Je rencontrais quelqu'un qui me disait, ah, moi aussi, j'ai perdu mon père. J'en faisais le centre de ma vie. On pouvait parler d'heures, je m'accrochais à cette personne, je recherchais sa compagnie. Mais j'avais l'impression qu'on se comprenait. On formait un petit club, des orphelins. Donc, on pouvait parler, voilà, se raconter nos vies. Et puis, les gens, ils comprenaient pas parce qu'ils se disaient, mais qu'est-ce qu'elle a? Pourquoi elle s'accroche à moi, etc. Donc, plus moi, je m'accrochais à eux, plus il y avait de la distance qui mettait entre nous. Et ça me frustrait énormément. Ça produisait l'effet contraire, en fait. Voilà. Donc, l'échange avec la spécialiste a permis de comprendre déjà ce qui se passe et t'a donné les clés aussi pour gérer ces conflits internes. C'est ça, c'est totalement ça, en fait. Le fait de me dire des réactions normales, c'est ceci, c'est cela, je culpabilisais moins, en fait. Voilà, que je comprenne que que mon système interne, système nerveux, la thérapie, moi, je me dis, même si tout va bien dans nos vies, on a toujours besoin de parler, en fait. Juste ça. Dire qu'il y a quelqu'un qui est là, quelque part, qu'on peut appeler, juste pour parler. Ça, je trouve que voilà. Parce que des fois, on en veut à notre cercle amical, familial, de pas être là. Alors que aussi, ça, je l'ai compris, hein, parce que j'en voulais énormément à mes amis, que je les appelais, que je dis, ah, je te rappelle, je suis avec mon mari ou ma femme, je te rappelle. Alors que moi, je voulais juste parler. Et voilà, je me dis, au lieu d'être tout le temps en colère contre tout le monde, que je comprenne que les gens aussi avaient leur vie, qu'ils n'avaient pas à gérer mes états d'âme. Ça, c'était un truc que j'ai appris difficilement. Ben, je suis contente que tu sois sur le chemin de la guérison et que tu aies surtout trouvé la force d'aller demander de l'aide, de tendre la main pour qu'on te donne les outils. Parce que la spécialiste, elle ne te guérit pas directement, mais elle t'apprend à utiliser des outils pour que tu t'en sortes et de mieux en mieux. Vraiment, je suis contente que tu aies fait cette démarche-là. Je pense que ça va aider et inspirer beaucoup de gens qui nous écoutent, qui peut-être traversent la même chose actuellement. Et le trauma peut venir d'un deuil, comme ça peut venir d'autres choses. Ça peut être une séparation, même si la personne vit encore. Donc, je pense que c'est tout le monde qui est concerné par cette gestion d'un trauma, d'une rupture, d'une séparation. Donc, j'invite mes auditeurs à aller lire le livre. Je rappelle le titre, Au nom d'un père, hommage à Mamadou Tidiane Kane. Mamadou Tidiane Kane, bien sûr, c'est le nom de ton père. Et j'avais une question par rapport au titre, justement. Quand j'ai vu Au nom d'un père, j'ai dit, mais pourquoi elle n'a pas dit Au nom du père? Je ne sais pas si on t'a déjà posé la question. En fait, je voulais pas qu'on fasse peut-être la confusion entre Au nom du Père, qui est une prière chrétienne, et le titre du livre. Je voulais pas qu'il y ait un amalgame. J'avoue que le premier titre que j'avais choisi, c'était Être en mouvement. Et c'est l'une des dernières phrases, je crois, mises dans le livre. Être en mouvement, continuer à être en mouvement. Oui, Mais ce n'était oui. pas un truc assez accrocheur pour moi. Et quand
au nom d'un père. Pour moi, je pense que c'est pas n'importe quel père, c'est mon Oui, père. Donc voilà, c'est un truc que je m'approprie. On dit au nom d'un père, en fait, un père, mais quel ouais, père? Donc voilà, il y avait toutes ces interrogations dans ma tête. Et je me dis, un nom d'un père, ça pile poil dans ce que je recherche. Et puis, hommage, etc. Et mettre ses dates de naissance et le décès. alors on est bientôt arrivé à la fin de notre échange, des Fatou. Oui, très vite ici, hein. Est-ce que tu peux nous dire sur quoi tu travailles actuellement? Tu es dans le milieu de la recherche, hein? Donc tu prépares un doctorat. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ton travail actuel? Alors, je suis en deuxième année de thèse en sociologie du genre et je suis spécialisée, ou je tends à me spécialiser dans la construction des masculinités médiatiques et dans la presse mainstream, que ce soit la presse écrite et la télé. Et puis, j'essaie de faire depuis l'année 2012 et non pas un départ jusqu'à l'année 2022, essayer de faire un peu une cartographie des violences, des cas de violences sexuelles médiatisées et puis le traitement qu'on a fait la presse. Parce que souvent, de ce que j'ai remarqué, les observations que j'ai faites, c'est que la titrologie, souvent, elle est assez rabaissante, voire même insultante dans des victimes de violences sexuelles, surtout les femmes. On a tendance à c'est par un extraordinaire retournement de situation, la victime passe de bourreau et l'homme sans défense, qu'on a piégé, etc. Rien n'est arrivé de sa faute. Donc, tous ces mécanismes-là, j'essaie un peu de les déconstruire et puis voilà, il y a des entretiens, des épluchages d'archives, voilà, d'y arriver. Mhm. Je rappelle que tu as un blog qui s'appelle Ce que j'ai dans la tête. Qu'en Oh, est-il du blog justement? c'est le jour où je me pose les questions, puis me mettre dans la sauce. Non, mais j'avoue que le blog, C'est un blog qui est très populaire, même si bon, tu as ralenti le rythme de publication, mais n'empêche qu'il a toute sa place, hein. mais oui, le blog, c'est toujours un espace qui est très, très cher à mon cœur. Avant même tout ça, je pense que c'est du blog que tout est parti. Exactement. Que j'écrivais, souvent quand je me demandais, je dis, c'est moi qui écris ça. Quand est-ce que j'ai eu le temps de lire tout ça, moi? Donc vraiment, j'espère arriver à rebloguer. C'est vrai que je lis de moins en moins de romans maintenant, mais souvent je vois des recommandations de lecture d'amis, je me dis, mais il faut que je trouve le temps de lire un roman ou deux et d'en parler. Et puis, je pense en fait que le blogging, je sais pas, tu me diras, c'est arrivé à un point où ça s'est un peu essoufflé. Et maintenant qu'il y a des nouveaux médias, le podcast, les tweets sur Twitter, alors que le blog, il y a quelques années, c'est vraiment un média démocratisé, quoi. Et après, j'ai senti que j'avais plus le même engouement. Ça dépend maintenant de ce que tu voudrais en faire, parce que le titre de ton blog, ce que j'ai dans la tête, il est assez généraliste. Donc, moi, je pense que tu l'avais très bien choisi. Ça fait que tu peux pivoter quand tu veux, comme tu veux. Tu n'es pas obligé d'écrire sur un livre, hein. Tu travailles dans un domaine assez intéressant. Tu as des points de vue et des approches que peut-être certaines personnes ne voyaient pas jusqu'à présent. Ton thème de recherche, moi, je le trouve très intéressant de savoir comment on traite les cas de violence sexuelle dans les médias, hein. Ben, le blog reste un espace d'écriture. Après, maintenant, tu en es la propriétaire, tu écris ce que tu veux. C'est vrai que ces dernières années, avec tous les formats de vidéos, de podcasts et tout, ça a fait un peu baisser le blog. Mais moi, utilisant tous les formats, j'ai les statistiques. Il n'y a rien de mieux que le blog, hein. Mhm. Je crois que c'est YouTube qui fait un peu la concurrence au texte. Mais en termes de trafic, franchement, il n'y a rien de mieux que le texte sur son propre média, parce que bon, on peut faire des milliers de vues sur les réseaux sociaux, mais il suffit que Zuckerberg se réveille du mauvais pied un matin et Ouais, puis tout ça a disparu. Et d'accord. ça peut arriver, hein. Ça peut arriver n'importe quand. Par contre, quand on a sa propre plateforme, on est tranquille. Parce que Mhm. Internet ne va pas disparaître. Je ne connais pas quelqu'un qui va appuyer sur un bouton pour que Internet disparaisse. Donc, moi, je trouve que le blog a toute sa place aujourd'hui, vraiment Mhm. toute sa place, parce que c'est pour moi encore le seul espace de liberté qui ne dépend pas d'une plateforme quelconque. Tu vois, parce que même YouTube, c'est Google, hein, ça peut disparaître du jour au lendemain. Ne serait-ce que pour archiver Ouais. des opinions, des points de vue. Même s'il n'y a pas beaucoup de gens qui lisent au moment où on publie, on a archivé, ça sera intéressant pour les futures générations. Ce que tu dis est tellement vrai que je me rappelle, c'était en 2008 que j'ai créé le blog. Mais souvent, à la faveur d'un fait social qui se passe au Sénégal ou un truc, je crois que c'était la semaine dernière, il y avait un article que j'avais écrit sur le monde sénégalensis il y a 10 ans, je crois. Et puis j'ai vu quelqu'un l'a retweeté. Je fais,
Merci d'avoir exhumé cette archive poussiéreuse là. Et je suis allée relire les articles. Et c'est tellement vrai. Avoir son propre espace d'expression sans pourtant subir des influences extérieures. Parce que maintenant, on est tellement habitué à consommer de façon éphémère les contenus. Les tweets disparaissent, les vidéos, on passe d'une vidéo à une autre, d'un phénomène à un autre. Et je trouve que là, c'est là que la force de l'écrit est très prenante. Donc, ça permet de traverser les générations. Et là, tu me donnes envie d'écrire un nouvel article dans le blog. Parce que je vais écrire un texte après notre conversation parce que là, voilà, tu me donnes envie d'y aller. Génial. Ouais, vraiment, hein. Alors, Deifatou, est-ce que tu peux rappeler à ceux qui nous écoutent où est-ce qu'on peut te trouver sur les réseaux sociaux? Comment est-ce qu'on peut te contacter si on veut travailler avec toi ou bien si on a des questions? Alors, je suis sur tous les réseaux, LinkedIn, Facebook avec mon nom, Deifatou Kane, mon nom complet. Et sur Twitter et Instagram, NFK. Voilà, comme ça s'entend, ENE, 2FE. Et voilà, mon adresse email, nfatoukan@gmail.com. Donc, ouais, on peut me contacter pour qu'on discute de lecture, d'écriture, avec plaisir. Parce que je pense que, voilà, le partage, c'est important. Quand on est dans la création littéraire, romanesque, voilà, musicale, on ne vit pas dans sa petite bulle. Enfin, comme sa petite bulle, oui, mais voilà, c'est important d'élargir cette bulle-là et puis d'être dans le partage. Parce que c'est avec le partage qu'on ouvre de nouveaux horizons, qu'on a de nouveaux imaginaires. Donc, ouais, je suis très ouverte aux discussions, que ce soit sur la santé psychologique, mentale, l'écriture, le deuil, tout ça, il n'y a vraiment aucun problème. Alors, je mettrai toutes les informations dans la description du podcast. Donc, ceux qui n'ont pas pu noter au moment où tu les as donnés, qu'ils aillent dans la description de l'épisode et ils retrouveront toutes ces données. Et j'invite aussi les éditeurs à s'abonner sur Apple Podcast ou Spotify, s'abonner au podcast sur ces deux plateformes-là et de laisser un avis, poser des questions aux invités. Dites ce que vous pensez du podcast. C'est très, très important que vous réagissez. Sinon, on ne sait pas si ce qu'on fait est intéressant. Voilà. Et ça nous permet aussi d'être mieux positionnés dans les résultats de recherche de ces plateformes-là. Donc, je compte vraiment sur vous qui nous écoutez. Et merci pour le soutien. Je vois parfois de temps en temps des messages par mail et tout, mais laissez aussi vos messages sur les différentes plateformes. Alors, Deifatou, en conclusion, une dernière phrase pour nos éditeurs. Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Non, mais ce que tu viens de dire là fait écho. Je pense que c'est important aussi. C'est moi l'invité, c'est vrai. Mais c'est important qu'aussi qu'on te donne tes flowers. To give you your flowers. Merci. T'es une pionnière, hein. Je te l'ai dit au début de notre conversation dans la vulgarisation des écrits africains. Je me rappelle, il y a 2014, 9 ans que j'ai commencé mon activité d'auteur. Voilà, tu as été l'une des premières à me mettre en lumière alors qu'on ne se connaissait même pas, qu'on ne s'était encore jamais vu. Et je vois ce que tu fais, la promotion dans l'aide des nouveaux auteurs, des aspirants auteurs. Et ça, c'est important qu'on ait for us by us, tu vois, fait par nous, pour nous, par quelqu'un qui est comme nous. Donc, c'est important ça. Donc, c'est important aussi que, voilà, I'm giving you your flowers. Je te remercie pour tout. Merci. Merci, ça me touche beaucoup, vraiment, ça me touche beaucoup. Voilà, j'espère que tu as passé un bon moment avec moi et avec mes auditeurs. Et reviens quand tu veux dans le podcast. Je te chercherai, c'est à celui-là, hein. On se reparle. Oui. Mais j'étais même surprise de voir que je t'avais pas encore invité dans le podcast. Mais non, c'est incroyable. Mais non. C'était peut-être pas le moment aussi, comme j'avais rien de nouveau, j'avais rien de nouveau à dire aussi. Mais j'ai suivi les amis, les compagnons que tu as invités, j'ai trouvé ça super. C'est une conversation sans phare en fait, tu vois, naturelle, comme si on était ensemble dans un café. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé et passé un super moment. Merci beaucoup. Écoute, reviens quand tu veux. Et j'ai oublié de te demander si tu as déjà un autre projet d'écriture sur le feu. Alors, j'avoue que ce livre-là n'était aucunement destiné à être publié. Hein, voilà. Il s'est imposé à moi, je l'ai écrit. Mais j'ai un projet de roman depuis 2 ans, donc j'espère en venir à bout très bientôt. Et puis, on pourra en reparler quand il sera publié. D'accord. Très bien. Ben écoute, merci vraiment pour ta disponibilité, d'avoir accepté mon invitation. Et puis, je te souhaite vraiment beaucoup de succès avec ce livre. Et on se dit à bientôt. Ouais, à bientôt, Inch'Allah. Merci. Bye bye.